Oh, vous bien m'accorder cette tendance française. Mais il pourrait tout à fait en prendre en plus, j'ai pas de culotte. Oh, tiens, vous êtes là. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Tiens, une histoire de prince. Et d'amour aussi. Laissez-moi vous raconter. Lorsqu'Elisa reçut l'email de son rédacteur en chef, elle crut d'avoir une erreur. Elle, simple journaliste locale, était envoyée pour couvrir les festivités de Noël dans un royaume dont elle ignorait l'existence jusqu'à hier. Et pendant une semaine, le royaume de Valoria. Niché quelque part dans les Alpes, entre la Suisse, l'Autriche et l'Italie, mais sans accès direct, ce royaume semblait sorti d'un conte. Du peu de photos et d'informations qu'elle avait trouvées, c'était un royaume monarchique, dirigé depuis peu par le prince Alexandre, héritier du défunt roi Alistair III. Il était plus petit qu'Andorre, mais comptait autant d'habitants. On y parlait le valorien, la langue locale. Mais bien heureusement pour elle, également le français et l'italien. Oui. C'était un royaume riche, au très haut niveau de vie. L'objectif de sa mission était clair. Capturer l'esprit des fêtes valoriennes, traditions, folklore et culture locale. Pas de scandale à déterrer, pas d'enquête sociale, pas de meurtre. Juste la magie de Noël à mettre sur papier. Elisa n'aurait jamais osé le demander. Et pourtant, elle espérait profondément à une pause dans sa vie trépidante de Parisienne stressée. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle devait emporter, mais elle savait qu'il faisait froid dans cette région, surtout à cette période. Elle prit alors de quoi se vêtir chaudement, son appareil photo, sa carte de presse et une carte qui lui permettait de payer à l'étranger. Il n'y avait aucune raison pour que ça ne fonctionne pas là-bas. C'est ainsi que 2 jours plus tard, Elisa descendit du petit train vernis qui serpentait dans la vallée enneigée. Le voyage avait été un peu plus long, tant l'endroit était difficilement accessible, mais ça valait largement le coup. Devant elle, Valoriaville, la capitale, s'étendait. Ancien village enchanteur, aux toits chargés de neige, aux guirlandes dorées et aux lampadaires stylisés comme des lanternes anciennes. Au centre trônait un château imposant, mais gracieux, illuminé d'une lumière douce, presque féerique. Bienvenue au royaume de Valoria, annonça une voix chaleureuse. Une jeune femme aux lèvres rosées, enveloppée d'un manteau écarlate bordé de fourrure, s'approcha d'elle. Je suis Sophia, assistante du secrétaire royal. Vous êtes Elisa, je suppose, dit-elle dans un français impeccable, malgré un léger accent. Oui, s'exclama Elisa en lui serrant la main. Ravi de vous rencontrer, Sophia. C'est superbe ici. Sophia sourit avec fierté. Nous aimons penser que Valoria incarne l'esprit de Noël toute l'année, ajouta-t-elle. Venez, je vais vous conduire à votre chambre, au chalet des Lumières. Ensuite, vous aurez rendez-vous avec le comité des fêtes, au palais d'hiver. Mais d'accord. Elisa hocha la tête et la suivit. Elle n'osa demander pourquoi avoir choisi son journal pour couvrir l'événement. Et en même temps, la question s'échappa rapidement de son esprit. Le village semblait presque animé d'une vie secrète. Rire d'enfants, odeur de cannelle, carillons lointains, chevaux tirant des traîneaux. Elle sentit son cœur se détendre, comme si on retirait un poids invisible. Elle avait quitté la vie parisienne pour un véritable conte de fées. Le chalet des Lumières portait bien son nom. C'était un bâtiment en bois sombre, patiné par le temps, avec un toit profond en ardoise, lourdement chargé de neige et aux volets rouges, aux motifs découpés en forme d'étoiles. À ceci étaient ajoutées des guirlandes de lanternes en verre soufflé, suspendues aux poutres, jamais vraiment éteintes, disait-on. L'accès au chalet était bordé de petites bougies piquées dans la neige, amenant à la porte où trônait une grande étoile en fer forgé au-dessus. À l'intérieur, le chalet donnait l'impression douce et étrange d'être hors du temps. Le salon principal, au plancher ancien mais toujours en très bon état, était décoré de guirlandes de branches de sapin véritable, au milieu de lampes à huile modernisées, de bougies dont émanait un parfum d'épices et de photophores en verre chiffré. Une grande cheminée en pierre, sculptée d'un soleil et d'une étoile, réchauffait les vacanciers installés sur le canapé, aux coussins brodés de motifs hivernaux et de couvertures en laine. Une personne jouait un air joyeux sur un vieux piano droit, situé devant une bibliothèque remplie de livres de contes, de carnets et d'anciens journaux.
Sophia accompagna Elise jusqu'au comptoir où elle s'enregistra et récupéra la clé de sa chambre. Lorsqu'elle y pénétra, elle sut qu'elle était vraiment loin de Paris et de son logement sans âme. La chambre était d'un sublime bois clair et le sol recouvert d'un épais tapis. La fenêtre donnait sur les montagnes à travers un verre ancien délicatement ondulé. Son lit était en fer forgé, au drap de velours, entouré de 2 tables de chevet sur lesquelles reposait une petite lanterne. Petite. Elle était ravie de passer ses nuits dans un endroit pareil. Il ne faudrait surtout pas qu'elle en parle à son rédacteur en chef en rentrant. Elle risquerait de ne plus être envoyée dans ce genre de mission. Elisa posa ses affaires et rejoignit Sophia. Un carrosse l'attendait pour rejoindre le palais d'hiver. Elle sourit. Décidément, elle vivait un vrai conte de fées. Il ne manquait plus que le prince charmant. Dominant la capitale, le palais d'hiver était un majestueux édifice de marbre blanc et de pierre bleutée, dont les toits en cuivre patiné rappelaient des couronnes enneigées. Des vitraux scintillants captaient la lumière hivernale pour projeter des halos irisés dans les couloirs. Le palais abritait anciennement la famille royale. À présent, il servait de pôle législatif où siégeait le Parlement dirigé par le Premier ministre. Il représentait l'âme du royaume, un sanctuaire de tradition et de chaleur malgré le froid extérieur. On y trouvait des couloirs lambrisés de bois et de sapins anciens, des tapisseries représentant les royaumes alliés et des lustres en cristal taillés dans les mines du Nord. Elisa fut conduite au salon des Hortensias, là où l'attendait le comité des fêtes. Ce salon tirait son nom des hortensias d'hiver, blancs et bleu givré, qui étaient cultivés dans les jardins du palais. Les murs étaient recouverts de tentures brodées d'argent et des fauteuils capitonnés étaient installés autour d'une grande table en bois massif. Le président du comité, un certain monsieur Alden, l'accueillait avec un grand sourire et l'invita à s'asseoir. Sophia fit office d'interprète pendant que le comité lui présenta le programme de son séjour à Valoria. Celui-ci se découpait ainsi. Une journée d'accueil d'immersion avec la présentation du royaume, des usages de cour et des traditions valoriennes, suivie d'une visite dans les jardins enneigés, et du petit oratoire des Lumières, pour terminer sur un dîner avec les membres du cabinet. Le deuxième jour était axé sur le marché de Noël et les traditions gourmandes. Le troisième jour sur le patrimoine et le folklore. Le quatrième sur l'artisanat et la nature. Le cinquième sur les préparatifs et les fêtes au sein du palais. L'avant-dernier jour sur les cérémonies, suivies d'une veillée, pour enfin avoir droit le dernier jour au grand bal de Noël du palais. Décidément, Elisa n'allait pas s'ennuyer durant son séjour. Elle parcourut longuement le planning et commença à prendre des notes. On lui présenta ensuite les usages de la cour valorienne, à commencer par le salut d'hiver. Celui-ci était simple. Il suffisait de lever le bras droit, la main bien à plat, pour placer celle-ci sur le cœur avant de s'incliner légèrement. Un geste qui symbolisait la franchise, l'humilité et la chaleur humaine. Dans les cercles formels, on pouvait même prononcer une phrase d'usage. Lumière sur votre chemin, à laquelle on répondait épée sur le vôtre. On lui apprit également à reconnaître les membres de la cour suivant un code couleur. La famille royale était en blanc argenté, avec des notes de bleu céleste et de platine. Les nobles, de couleur bleu nuit, bordeaux ou vert glacé. Les diplomates en gris argent, en ivoire, et les invités de prestige dans d'authentiques teintes hivernales, mais en évitant le blanc pur. C'est logique. On lui présenta ensuite les différentes traditions valoriennes, dont certaines auxquelles elle allait participer, notamment la veillée des Lumières. Elisa notait la moindre information avec une attention toute particulière. Elle était fascinée par cet univers, bien loin du froid parisien. Le séjour au palais d'hiver se termina par une collection de thé au miel de montagne et de biscuits aux épices, ainsi qu'une balade dans les jardins enneigés. Ceux-ci étaient d'immenses allées bordées de statues de glace et d'arbres givrés serpentant autour de fontaines gelées. Les nuits de décembre, expliqua Sophia, les lanternes étaient suspendues aux branches, créant un décor féerique, où chaque souffle de vent semblait réveiller une magie ancienne. Aux abords des allées, des pavillons chauffés permettaient d'admirer le paysage tout en savourant vin chaud à la myrtille et pâtisseries aux éclats de sucre givré. Et il y avait un pavillon en particulier où devait se rendre Elisa, celui qu'on appelait le petit oratoire des Lumières. C'était un petit pavillon ouvert, fait de pierre claire et de bois sculpté. Un lieu minuscule, à peine assez grand pour abriter une lanterne et un banc, mais sacré. Là, la journaliste fut invitée à effectuer le rite de la bénédiction du voyageur. Celui-ci consistait à se purger du froid en plongeant brièvement ses doigts dans un bol de neige
et allumait une lanterne en formulant une bénédiction. On accrochait enfin un petit ruban sur un crochet et on caressait la pierre de la reine. Une petite pierre polie, représentant la bénédiction fondatrice et appelant à sa protection. Merci de me protéger, tout ça. Elisa sentit dans le vent qui s'engouffrait une impression de bienveillance et elle se sentit apaisée, presque grandie. Ce soir-là, lorsqu'Elisa rentra de son dîner et qu'elle commença à rédiger son article, elle écrivit « Ici, Noël n'est pas une fête, c'est une âme ». Le lendemain matin, emmitouflée dans une cape en laine locale qui lui avait été offerte, Elisa rejoignit Sofia pour la visite du marché, celui du grand marché de Noël de Clerval. Situé au cœur du bourg voisin, c'était le marché le plus réputé du royaume. Des chalets de bois exhalaient parfum de pain d'épices, chocolat chaud et des bougies au sapin givré. Les artisans sciaient la glace devant les passants et les chorales chantaient près des braseros. Alors que le journaliste planait au milieu des marchands, elle l'aperçut. Un jeune homme, au manteau sombre et à l'écharpe blanche, aidait une enfant à redresser son petit sapin décoratif renversé par le vent. Et il riait, d'un rire clair et chaleureux. Quand il croisa le regard d'Elisa, son sourire s'adoucit. Il comprit immédiatement qu'elle n'était pas d'ici et lui parla donc en français. Elle expliqua qu'elle avait été envoyée ici pour rédiger un article sur les fêtes et traditions valoriennes. Il lui recommanda une brioche à la crème de neige. Des cris et des rires retentèrent derrière eux. Elisa vit une grande roue surplombant le marché. Elle rit en se rendant compte qu'elle avait réussi à ne pas la remarquer. « C'est l'attraction principale du marché », lança le jeune homme. « Hors de question que vous loupiez ça. Venez. » Et sans lui laisser le temps, il lui prit la main et la dirigea vers la grande roue. Il prit 2 places et l'invita à monter dedans. Elle le remercia en rougissant légèrement. Elle n'avait pas l'habitude d'autant de bonté. Depuis le sommet de la grande roue, la vue sur le royaume de Valoria était saisissante. Elle voyait d'ici le palais d'hiver et ses jardins qu'elle reconnaissait, et tout ce qui lui restait encore à visiter. C'était à couper le souffle. Et la jeune femme se mit à rire comme une enfant devant ce spectacle. Le jeune homme la laissa une fois le tour terminé. Elle n'avait même pas pensé à lui demander son prénom. La gentillesse était le maître mot ici. Et durant le reste de la journée, elle fut accueillie avec de grands sourires chez les différents artisans et marchands. Elle prit plus de photos que nécessaire. Elle s'appliqua quand on lui proposa de participer à la confection de boules en verre givré. Et elle dansa lors du concert de chants anciens. Cette journée à Clerval se termina sur le rituel des lanternes. Un allumage de lanterne pour un souhait secret. Elle n'eut pas à réfléchir longtemps ancien. Elle rentra exténuée, mais heureuse de sa journée. Et son séjour ne faisait que commencer. Élise démarra sa 3e journée à Valoria par la visite du musée des traditions hivernales. Ce musée, installé dans un ancien manoir, retraçait les coutumes ancestrales, comme les vêtements des fêtes, les instruments de musique, les jouets en bois sculptés et les masques de cérémonie. Une salle était dédiée aux légendes valoriennes, dont celle de la reine fondatrice, Aveline la Lumineuse. L'après-midi, elle rencontra une conteuse traditionnelle, qui fit une lecture publique de contes, tous plus enchanteurs les uns que les autres. Mais les véritables enchantements étaient pour le soir, lors du bal populaire sur la place royale. La place était illuminée de milliers de lanternes suspendues, et la population entière semblait être réunie. Des familles, des couples et des enfants glissaient sur la neige durcie ou dansaient au rythme de la musique traditionnelle, qui égayait l'air glacé. Elisa fut invitée à danser par plusieurs habitants. Elle ria, ses joues rosies par le froid et par l'excitation. Mais elle était trop timide et refusa. Et soudain, il réapparut, le jeune homme du marché tenant un gobelet fumant. « J'aurais été déçu de ne pas vous croiser ici », lui dit-il simplement. Ils partagèrent un moment à parler de traditions locales, de son travail de journaliste, de la magie de Valoria, et il lui proposa de danser. Cette fois-ci, elle accepta. Il lui montra comment danser une valse simple sur la neige. Ses mains étaient chaudes et son regard attentif. Elisa sentit un frisson doux qui n'avait rien à voir avec la température glacée. Elle dansa comme jamais elle n'avait dansé. Aussi fut-elle ravie lorsque la musique s'arrêta. Mais quand elle se retourna et voulut le remercier, il avait déjà disparu dans la foule. Encore une fois. Elle commença à ne plus penser qu'à lui, à sa gentillesse, à sa chaleur. Aussi, elle était un peu déconcentrée le lendemain, lors de la visite d'une fabrique de chandelles et à l'initiation au parfumage des cierges, au sapin et au miel.
Et, lors de l'exécution en traîneau vers le lac étoilé, elle se mit à rire lorsqu'elle le vit. « Encore vous » lança-t-elle. « Encore moi » répondit-il simplement. Le trajet fut magique. La neige craquait sous les sabots, les clochettes des harnais tintaient, comme des notes cristallines. La nature semblait figée par le cristal. Les sapins étaient lourds de neige et le ciel piquait d'étoiles pâles. Arrivés au lac, ils marchèrent sur la glace gelée et contemplèrent les reflets des lanternes accrochées au traîneau. Il lui raconta des légendes valoriennes et il partagea ses souvenirs d'enfance. Un instant fragile se forma entre eux, un souffle de confiance. Elle lui sembla qu'ils n'étaient que tous les deux lorsque l'astronome royal fit son observation des étoiles en contant des histoires sur les constellations. Elisa avait les yeux qui pétillaient, et encore plus lorsqu'elle braquait discrètement son regard vers lui. Lors de la montée dans le traîneau pour rentrer, il saisit sa main, juste une seconde. Un geste doux qui lui fit palpiter le cœur, plus qu'elle ne l'aurait cru. Et pourtant, celui-ci s'accéléra encore lorsqu'ils descendirent et qu'il lui annonça « À demain ». Alors, bien évidemment, le lendemain, elle ne cessa de le chercher du regard jusqu'à son trajet au palais royal, au point qu'elle faillit louper la beauté de l'édifice. Celui-ci dégageait une élégance solennelle. Sa façade symétrique et ses tours inspirées de l'architecture alpine étaient agrémentées de motifs sculptés représentant des flocons et des couronnes. Des guirlandes lumineuses et des bannières argentées ornaient les remparts. À l'intérieur, elle visita les ateliers de décoration du palais, et elle participa à la confection de couronnes d'hiver lors d'un atelier floral. Mais elle ne le vit pas. Elle se résigna à attendre éventuellement le soir, où elle aurait un dîner avec la noblesse locale. Mais pour l'heure, elle devait se rendre à la salle du bal pour observer les répétitions. Valoria prenait ses balles très au sérieux. Pas de faux pas possible. Et soudain, un murmure parcourut la salle. L'arrivée du prince héritier était imminente. Il était vrai qu'Elisa ne savait pas à quoi il ressemblait. Mais elle se disait qu'il devait être un peu bedonnant, à l'air hautain et autoritaire. En tout cas, c'est l'idée qu'elle se faisait de la royauté. Mais le portrait fut tout autre. Elisa sentit son cœur s'arrêter. C'était lui, le jeune homme au marché, celui de la place, celui du lac. Il s'avança vers elle, un sourire légèrement coupable, presque timide. « Ravi de vous revoir, ma chère Elisa. » Elle resta bouche bée. Sophia, qui l'avait accompagnée, s'éclaircit la voix, impassible mais amusée. « Son Altesse Alexandre se joindra à vous pour apprendre la danse. » Il a lui-même insisté. Danser avec un prince ? Son cœur battait plus fort qu'un tambour de parade. Elle ne savait pas comment réagir. Elle avait peur de faire un faux pas. C'était un prince tout de même. Même s'il avait été si simple avec elle. Il voyait la confusion dans son regard. Alors, il guida sa main sur son épaule et mit la sienne à sa taille. Et il commença à les diriger de quelques pas simples, reproduisant ceux du bal. « Je suis désolé, lui murmura-t-elle, en redoutant de se faire réprimander. « Si vous m'aviez dit plus tôt... » « Allons, Elisa, l'interrompit-il. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez été vous-même tout du long. Et c'est ainsi que j'ai voulu vous rencontrer. » Elle rougit et baissa les yeux. Mais elle se sentit rassurée. Son cœur battait la chamade alors qu'il virevoltait au milieu des autres danseurs. Elle ne le croisa que très peu par la suite. Elle fut emmenée pour tester des robes pour le bal, et lors du dîner officiel, sa place était assez éloignée d'elle. Et pendant qu'ils discutaient avec les nobles du royaume, elle ne put s'empêcher de remarquer ses regards en coin et son sourire. Alexandre n'était pas présent le lendemain lors de la messe du solstice. Alors qu'elle écoutait le chant des chœurs et les bénédictions, elle ne put s'empêcher de s'imaginer en robe sur l'allée centrale. Elle se ressaisit immédiatement lorsqu'elle commença à imaginer le visage du prince à ses côtés. L'après-midi, elle visita les appartements historiques des souverains, avec le mobilier ancien, les tapis et portraits royaux. Elle vit celui d'Alexandre. Si seulement son séjour avait commencé ici. Vint ensuite une visite de la bibliothèque royale, caverne de savoir où reposaient grimoires, traités diplomatiques et comptes anciens. Mais c'était surtout le soir qu'attendait Elisa, et la veillée des Lumières. À la veille de Noël, chaque foyer allumait une lanterne blanche devant sa porte. Selon la légende, cette lanterne était destinée à guider les âmes perdues et les voyageurs vers un refuge et un peu de chaleur. Mais avant que les habitants ne s'exécutent, il fallait se rendre au cœur du palais. Ce fut là
au puits des fondateurs, qu'Elisa vit Alexandre y déposer la première lanterne. Et, pendant que les lumières s'allumaient tout autour, Elisa assista au traditionnel conte royal de la reine fondatrice, en compagnie d'un chocolat épicé. Le conte était narré par Alexandre lui-même. Bien qu'il était en valorien, Elisa avait eu l'occasion de le découvrir plus tôt au musée. Dans cette histoire, Aveline était décrite comme une femme portant un manteau blanc brodé d'argent, dont les pas ne s'enfonçaient pas dans la neige, et qui avait la capacité de faire fleurir un rameau gelé. Dans les forêts enneigées, elle sauva un oiseau gelé, qui, en reconnaissance, laissa tomber une étoile vivante au creux de sa main. Et, avec cette étoile, elle guida son peuple jusqu'à la vallée, où naquit Valoria, d'où le nom qu'on prêtait à la reine fondatrice, Aveline, la porteuse de lumière. La jeune femme était absorbée par la douceur de sa voix, et elle se prit à rêvasser en l'observant, à tel point qu'elle eut l'impression qu'il lui lança un clin d'œil avant de s'en aller. Alors, encore une fois, lorsqu'elle s'endormit, elle se mit à rêver de lui, à rêver d'eux. Elisa se réveilla plus en forme que jamais. C'était son dernier jour à Valoria, et surtout, c'était aujourd'hui qu'il y avait le grand bal de Noël. Bien entendu, elle avait hâte d'y assister pour des raisons journalistiques, mais également parce que le prince Alexandre y serait. Aussi, cette journée fut celle d'une longue préparation, à commencer par un séjour au spa du palais, tandis que l'après-midi, elle passa plusieurs heures à se faire coiffer et maquiller, pour ensuite revêtir la robe qu'elle avait essayée 2 jours plus tôt. Une robe bleu nuit, brodée de cristaux, rappelant des flocons d'hiver. Elle se serait sentie ridicule dans cette tenue en plein Paris, mais ici, dans cette ambiance féerique, elle la trouva tout à fait appropriée. La salle du bal brillait comme un ciel constellé. Au milieu de son parquet poli, de ses colonnes sculptées et de ses lustres gigantesques, l'orchestre jouait en accueillant les invités dans une pluie de robes soyeuses et de coupoles de verre. Elle entra au bras du secrétaire royal, son cœur battant fort, les yeux cherchant malgré elle un visage. Le prince Alexandre la trouva le premier. « Vous êtes magnifique », dit-il d'un souffle d'admiration sincère. « Vous aussi », murmura-t-elle, mais peut-être trop fort, en juger par le regard du secrétaire royal. Alexandre rit et lui tendit la main. Il l'invita à ouvrir le bal. Elle écarquilla les yeux. Elle aurait pu refuser, mais comment dire non à un si beau prince? Alors, ils se mirent à danser sous la voûte scintillante, bientôt rejoints par les autres invités. Elle aurait dû se sentir gênée par tous les regards qui se tournaient vers eux, mais elle ne les voyait pas. En cet instant, elle n'avait Dieu que pour lui. Le temps sembla flotter. À vrai dire, elle ne percevait plus rien. Elle se laissait simplement guider par lui et par son cœur. Après une énième dernière danse, il l'invita à sortir sur le balcon, voyant qu'elle avait les joues toutes rouges. Elle acquiesça timidement et ne refusa pas lorsqu'il lui prit la main pour l'accompagner. Devant la beauté de Valoria dans la neige hivernale, elle ferma les yeux et inspira cet air féerique. Demain, elle devrait quitter cette vie qui n'était pas la sienne. Il faudrait retourner dans son monde parisien, si froid, si distant, loin du bonheur qu'elle avait découvert ici. Elle entendit Alexandre prendre une grande inspiration. « Elisa, reste. » Elisa se retourna brusquement. Avait-elle bien entendu? Il s'approcha alors doucement d'elle et prit ses mains dans les siennes. Elle sentit son cœur qui cherchait à s'échapper. Depuis tout petit, je suis baigné dans le luxe et la richesse. Toute la gentillesse, tous les sourires que j'ai reçus, aucun n'était aussi sincère que les tiens. Je n'ai jamais été aussi sincère qu'avec toi. Depuis la mort de mon père, le royaume cherche un nouveau symbole fort. Je veux que ce soit toi. Toi et moi. Elisa sentit les larmes couler sur ses joues. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, murmura-t-elle au milieu d'un sanglot. Et, oubliant toute forme de protocole, oubliant les barrières sociales, n'écoutant que son cœur, Elisa sauta au cou d'Alexandre. Doux, chaud, à l'image de tout ce qu'elle avait vécu durant son séjour. Valoria lui a offert bien plus qu'un article. Elle avait trouvé un morceau d'elle-même. Et ils s'embrassèrent alors que commença le feu d'artifice. Mais, ayant succombé à la beauté féerique du royaume, Elisa n'avait pas vu l'envers du décor. Elle n'avait pas vu les domestiques tremblant devant lui, la pauvreté en périphérie, et les cris des arrestations et des exécutions à l'aube. Aussi, elle ne voyait pas non plus que les lumières autour du palais étaient en mouvement. Elle n'entendait pas la foule hurler en se rapprochant.
Elle n'avait pas non plus remarqué que les feux d'artifice provenaient des armes de la milice. La chaleur qu'elle ressentait en ce moment même n'était pas seulement celle de la chaleur d'Alexandre, c'était également celle de flammes qui allaient consumer un royaume. Heureusement, elle ne les sentira pas lorsqu'elles viendront lécher sa robe, car une balle aura déjà vidé son cœur à côté de celui de son prince, son beau prince charmant. Cette histoire est à présent terminée, mais n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.